proche aidant, ressources, inspiration. Aujourd'hui, avec vous, ma collègue Maude Vigée-Meilleur, chargée de projet en conciliation proche aidance travail chez Concilivie. Bonjour Maude. Bonjour. Et moi-même, Yargledis Coneo, responsable mobilisation des connaissances en conciliation famille-travail chez Concilivie. Alors aujourd'hui, après ce webinaire, vous serez en mesure d'utiliser les ressources et les outils disponibles pour soutenir la conciliation proche aidance travail. Vous allez aussi découvrir des initiatives concrètes déjà en place dans différentes organisations et vous allez identifier des façons de valoriser et reconnaître la proche aidance au sein de votre milieu de travail. Aujourd'hui, nous sommes en mode webinaire, donc Maude et moi, on ne vous voit pas. Par contre, vous avez accès au clavardage. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions tout au long de l'activité. Nous allons prendre le temps à la fin de partage du contenu pour répondre à vos questions. Puis avant de commencer, pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, le Réseau Prône Québec Famille est un organisme à but non lucratif qui regroupe plusieurs organismes nationaux préoccupés par la situation des familles au Québec. Puis nos membres, en fait, proviennent de différents secteurs, notamment communautaire, municipal, éducation, santé et services sociaux. Le Réseau Prône Québec Famille est d'ailleurs l'organisme derrière la Semaine québécoise des familles. Nous avons célébré notamment notre 30e anniversaire cette année en mai 2025. Notre mission, c'est vraiment de contribuer à améliorer durablement la qualité de vie des familles. Et dans cet ordre d'idées-là, c'est l'initiative Concilivie qui est née en 2019 et qui est un moyen, en fait, pour favoriser la conciliation famille-travail dans les organisations. Donc, on va soutenir les organisations à mettre en place des mesures pour soutenir la conciliation famille-travail, puis des mesures qui répondent tant aux besoins des employés qu'aux besoins de l'organisation. Juste un petit topo avant d'aller plus loin, les grandes stratégies déployées par les réseaux Prône Québec Famille pour améliorer la qualité de vie des familles, ce sont notamment la génération et transfert de connaissances. Nous menons annuellement des données et des sondages, pour suivre l'évolution de la conciliation famille-travail au Québec. Nous développons des formations, des outils, puis nous avons aussi des projets de recherche-action, dont celui dont on va vous parler aujourd'hui. Nous avons aussi le soutien au changement de pratiques avec l'initiative Concilivie, qui est la reconnaissance en conciliation famille-travail, mobilisation et partenariat, plaidoyer et avis conseil. Alors, dans ces stratégies-là, on a notamment le projet sur la conciliation proche aidance travail. Je vais laisser la parole à Maude pour faire un petit topo d'introduction à ce projet. Oui, bien sûr. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dans le cadre de la mesure 53 du plan d'action gouvernemental en proche aidance. En fait, on reçoit un financement de la part du ministère de la Famille. Puis, l'objectif principal, c'est vraiment de favoriser l'embauche et le maintien en emploi des personnes proches aidantes. Et pour y arriver, on a d'abord réalisé une revue de la littérature, collecté des données aussi pour faire un état des lieux. On a ensuite mené des projets pilotes auprès d'organisations pour être en mesure d'identifier et d'expérimenter les bonnes pratiques de conciliation qui intègrent la réalité de proche aidance. Ensuite, on a accompagné des organisations de manière plus officielle et on cherche aussi dans le projet à mobiliser plus largement les employeurs, les acteurs de l'écosystème autour d'une approche plus inclusive de la conciliation famille-travail. Super, merci Maude pour ce topo. Puis bien qu'on soit en mode webinaire, on souhaite quand même vous faire participer un tout petit peu, mais si vous êtes peut-être en train de dîner ou quoi que ce soit, ça va prendre 3 petites secondes. On a des petites devinettes pour vous, justement pour partir tous et toutes des mêmes bases par rapport à la définition de l'approche aidance. Alors, je vais vous poser quelques questions, puis n'hésitez pas à répondre dans le chat. On va vous donner quelques instants par souci de temps, donc juste à répondre oui ou non aux questions qu'on va vous poser. Alors, nous avons Isabelle, qui est éducatrice et assure les soins de sa fille ayant une déficience intellectuelle. Est-ce que Isabelle est proche aidante? On a Oh, plusieurs réponses. OK. oui, 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 oui. Oui, Maude. Effectivement, vous avez vu juste, c'est certain qu'Isabelle est avant tout une mère, mais comme sa fille a une déficience intellectuelle, le soutien est supplémentaire, donc ça fait en sorte qu'elle est une personne proche aidante. Super. Ensuite, nous avons
Je ne vois pas bien à l'écran, c'est Louise qui est directrice d'une école et aide sa sœur avec l'épicerie et le ménage. Comme elle a 12 enfants et qui est monoparentale, est-ce que Louise est proche aidante? Ah, t'as une réponse. Oui, non, non. Ah, quand même, une prédominance de non. Encore là, vous avez vu juste, Louise n'est pas proche aidante. C'est une nuance quand même importante. On voit que Louise, elle offre de l'aide à sa sœur qui est certainement dans une situation qui est difficile, mais sa sœur n'est pas en situation d'incapacité. C'est ce qui fait la différence ici. Donc, non, elle n'est pas proche aidante. Alors, nous avons Julien qui est vendeur de voitures et assure l'entretien ménager de son voisin depuis qu'il s'est fracturé les pieds en échange d'une toute petite somme d'argent. Est-ce que Julien est proche aidant? Non, non, non. Encore une fois, une prédominance de non. En fait, non. La réponse, c'est vraiment non. Ici, le voisin de Julien, bon, oui, est en situation d'incapacité. Hein. Si l'énoncé s'était terminé juste avant la somme d'argent, ça aurait été une personne proche aidante. Mais comme il y a un échange, là, il est rémunéré, en fait, pour faire l'entretien ménager, ben, à ce moment-là, il n'est pas proche aidant. Si, alors nous avons une toute petite dernière, c'est Stéphane qui est commis à l'épicerie et apporte du soutien à sa conjointe dans la réalisation de ses tâches quotidiennes depuis qu'elle est en dépression. Est-ce de la proche aidance? Oui, non, un peu plus partagé, C'est corsé, hein? celui-là. Effectivement. En fait, oui, on est vraiment dans un type de proche aidance qui est plus tabou, mais il faut savoir que les situations en lien avec les enjeux de santé mentale font aussi partie des situations d'incapacité qui font en sorte qu'une personne est proche aidante. On peut penser à, bon, ici, c'est la dépression d'une conjointe, mais à la bipolarité, même à la dépendance aux substances. Quand on offre du soutien dans ce cadre-là, effectivement, on est une personne proche aidante, mais j'avoue que c'est beaucoup plus tabou. Exactement. Puis justement, il y a cet tabou, puis il y a encore de l'incompréhension à certains égards. Donc, j'aimerais juste faire un petit topo avec toi, Maud, des termes qu'on utilise, puis on va enchaîner tout de suite avec qu'est-ce qu'en dit la loi sur la définition des proches aidants, juste pour partir de la même base, tout le monde. Oui, ben en fait, je trouvais important de souligner qu'il y a une variété de termes qui font référence à la même réalité qui est la proche aidance, peut-être personne proche aidante, et tous, c'est des termes qui sont un peu plus nouveaux dans notre vocabulaire québécois. Sûrement que vous avez déjà entendu aidant naturel, aidante naturelle, c'était un vocabulaire un peu plus utilisé. Puis, avec ces informations-là, en fait, ce que je voulais pouvoir vous dire, c'est que peu importe avec quel intitulé on est plus à l'aise, avec quelle appellation, en fait, on est plus à l'aise, c'est vraiment correct. Le but, c'est pas de mettre une étiquette, c'est vraiment de reconnaître qu'il y a des besoins, des défis, peu importe comment on se reconnaît comme personne proche aidante. Donc, ça se peut qu'on soit plus à l'aise, par exemple, avec situation de proche aidance, puis c'est bien correct comme ça. On fait référence à la même réalité. Exactement, donc l'importance de reconnaître une réalité qui est particulière puis qui a ses défis propres. Puis d'ailleurs, il y a une description dans la loi. Et vous voudrais tout juste élaborer à ce sujet, Maude? Oui, ben en fait, c'est une définition qui est en fait assez large. On voit que c'est quelqu'un qui apporte un soutien. Ça peut être à un ou plusieurs membres de son entourage qui présente une incapacité qui peut être temporaire ou permanente. Donc, on peut autant être dans une jambe cassée que dans la maladie d'Alzheimer, par exemple. Et cette incapacité-là peut être de nature physique, psychologique ou psychosociale, comme on a pu le voir avec les exemples tout à l'heure. Et le soutien est apporté de manière continue ou occasionnelle. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que tous les jours, on est en train d'offrir de l'aide. Une semaine, ça peut être plus, une semaine moins. Il peut y avoir quand même une certaine variation. Et c'est offert à court ou à long terme de manière non professionnelle, libre et éclairée, même si parfois on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas tant la notion de choix, que ça s'impose à nous. La définition est quand même présentée de cette façon-là. Et c'est peu importe l'âge, le milieu de vie ou la nature du lien qui nous unit avec la personne aidée. Donc, ça peut être quelqu'un de notre famille, mais ça peut aussi être un voisin, un ami, un collègue.
Et les formes de soutien peuvent varier, hein. On peut être autant dans le transport, l'aide aux soins personnels ou aux travaux domestiques, même du soutien émotionnel, coordination des soins et des services. Et là, ce n'est que des exemples, là, les formes de soutien sont très, très variées. Tout à fait. Puis c'est une notion importante à garder en tête, justement, la notion de c'est pas nécessaire que ce soit soutenu. Et souvent, les personnes pensent qu'il faut vraiment que ce soit comme quelque chose de récurrent et au permanent dans le temps. Puis c'est aussi la notion, ça pourrait être à court terme ou à long terme. Puis c'est important de considérer aussi que les personnes procédantes qui sont en emploi, hein, sont sur les marchés du travail. Puis on a quelques éléments à vous partager, notamment la notion de prévalence et de autoreconnaissance de la prochaine. Donc, selon des données de l'appui pour les proches aidants, il y a 35% des adultes au Québec qui sont proches aidants. Puis malgré cela, il y a un peu plus de tiers de ces personnes-là qui ne se reconnaissent pas a priori comme telles. Puis on a vu tantôt, par exemple, la personne qui soutient sa conjointe qui est en dépression, peut-être que cette personne-là ne sera pas amenée, n'aura pas le réflexe peut-être de se reconnaître proche aidant dans son premier temps. Et bien que s'identifier comme personne proche aidante n'est pas essentiel, c'est facilitant. Et on va voir que sur les marchés du travail, c'est comme un parcours qui a plein d'obstacles. Puis le premier obstacle, en fait, c'est de se reconnaître. Donc, le défi de la prochaine amène son lot de défis, mais le fait de se reconnaître pour toutes sortes de raisons est comme le premier obstacle pour accéder au soutien dont on a besoin en organisation. Puis on vous partage ici l'exemple de Nadine. On va vous revenir un peu plus tard dans le webinaire, qui, elle dit, ben, je ne suis qu'une maman. Mais Nadine, elle a un enfant ayant des besoins particuliers, un enfant avec une lourde déficience intellectuelle. Donc, comme on l'a vu tantôt, la différence entre un parent et un parent proche aidant, c'est tout simplement qu'il soutient un enfant ayant une incapacité, Maud l'a mentionné tantôt, puis que cette incapacité soit temporaire ou permanente. Donc, la auto-reconnaissance, c'est comme l'un des obstacles qui appartient peut-être à la personne, mais qui appartiennent à la personne dans son contexte où la culture organisationnelle pourrait renforcer cette difficulté à se reconnaître. Puis là, je vais te céder la parole, Maude, pour enchérir un peu à ce sujet. Oui, ben, il y a plusieurs obstacles et ce n'est pas une liste exhaustive qu'on vous présente à l'écran, mais on voulait amener votre attention sur quelques points particuliers. Comme Yarlédis disait, l'autoreconnaissance, c'est vraiment un des premiers défis. Pourquoi c'est autant difficile à se reconnaître? Ben, c'est qu'avant tout, on aide un parent, un conjoint, un enfant, quelqu'un qu'on aime. Donc, c'est un peu normalisé comme aide. Donc, de se dire proche aidant, ça peut être un peu contre-intuitif. Puis le fait qu'on normalise cette aide-là, ça fait en sorte que souvent, les personnes proches aidantes vont tarder avant de demander de l'aide ou vont vraiment attendre d'être au bout du rouleau, d'avoir épuisé toutes les ressources. Et ça, c'est vrai partout, mais en milieu de travail, je pense que c'est encore plus vrai. On va tenter d'avoir mis tout en place avant de penser qu'il peut y avoir de l'aide qui est fournie dans un contexte de travail. Ensuite, un autre frein, un autre obstacle important, c'est vraiment la stigmatisation. On va voir qu'il y a certaines personnes qui vont craindre d'être perçues comme moins engagées ou de nuire à leur carrière s'ils parlent de leur réalité de proche aidance au travail. Donc, ça freine vraiment la demande de soutien. Il peut y avoir aussi le fait de se sentir isolé, pas avoir envie de parler de ces choses-là au travail, comment nos collègues vont nous percevoir ensuite. Donc, tout ça, ça rend un peu plus difficile la recherche de soutien, comme je disais tantôt. Ensuite, un autre frein, je pense, très important et qui nous concerne particulièrement aujourd'hui, c'est souvent que les situations de proche aidance en organisation sont gérées au cas par cas. On se dit, il y a tellement de situations différentes, tellement d'imprévisibilité qu'on va voir ensemble là, comment on peut s'arranger. C'est pas faux, il ne faut pas complètement l'écarter, mais quand on s'appuie seulement sur la gestion au cas par cas, il faut se dire qu'on laisse le fardeau entre les mains de la personne proche aidante de venir négocier certains aménagements au travail. Donc, des fois, ça peut être un petit peu moins évitant. Je l'ai dit tantôt, il y a des craintes. Donc, peut-être qu'on n'ira pas nécessairement parler de ça avec notre gestionnaire. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on laisse les gestionnaires gérer au cas par cas, ben, ça va être tributaire aussi de leur perception de la situation. Est-ce qu'ils trouvent la situation de proche aidance légitime? Est-ce qu'ils vont se fier à la performance de l'employé, son ancienneté dans l'organisation?
Donc, ça fait en sorte que cette négociation-là fait qu'on n'est pas tous égaux dans ce processus-là. Tout à fait, puis c'est de l'importance justement de créer un environnement de travail où les gens se sentent à l'aise d'en parler. On le voit avec les données, par exemple, il y a un pourcentage important, en fait 39 des personnes proches aidantes qui craignent des impacts négatifs sur leur carrière si elles demandent des congés ou des aménagements. C'est quand même beaucoup. Puis on a 38 des gens qui évitent de parler de leur situation à leur employeur par crainte de jugement ou de perte d'opportunités au travail. Donc, la notion de se sentir stigmatisé, elle est là, elle est présente dans les données. Puis c'est important de se rappeler aussi que, comme dans toute situation de conciliation famille-travail, bien, l'employeur, il n'est pas la cause, il n'est pas la raison nécessairement dans ces cas des défis qui vit la personne en lien avec la proche aidance, mais l'organisation peut faire partie de la solution. Puis quand on a un environnement de travail qui est propice, qui est sain, où la personne se sent à l'aise d'en parler, ça va être plus confortable, en fait, d'entamer une discussion ou de poursuivre la discussion à ce sujet-là. Alors, comment on soutient les personnes proches aidantes? En fait, c'est comme les cœurs de webinaire aujourd'hui. Je pense que vous êtes tous là, en fait, pour avoir vraiment des outils concrets. Donc, on va commencer, comment les soutenir? Donc, on va commencer avec les gros morceaux, si vous voulez. C'est comme la démarche organisationnelle. Si vous voulez agir de manière globale, on va vous présenter d'abord les grandes étapes d'une démarche globale en conciliation famille-travail qui est inclusive des réalités des proches aidants. Puis après, on va décliner en des outils vraiment concrets que vous pouvez commencer à appliquer ici et maintenant. Oui, ben, je vais vous présenter les quelques grandes étapes, comme disait Yarlédis. En fait, la première étape, puis il n'y a aucun changement organisationnel qui se fait quand on n'a pas ça, c'est l'engagement de la direction. Hein? On va devoir convaincre la direction, si ce n'est pas elle qui entame la démarche, de la pertinence de s'intéresser à la conciliation famille-travail, mais aussi à la réalité des personnes proches aidantes. Parce que, ben, au final, c'est quand même la direction qui va attribuer les ressources financières, libérer du temps, et c'est ça, en fait, qui va faire en sorte que le projet va pouvoir prendre forme. Ensuite, c'est important aussi d'identifier une personne qui va être porteuse de la démarche. Ça ne veut pas dire qu'elle va tout faire, mais c'est elle qui va prendre le lead, là, si on peut dire. La deuxième étape, ça va être vraiment l'étape du diagnostic. Donc, d'avoir un peu un portrait de la situation actuelle, ça va vraiment beaucoup nous aider à orienter nos actions ensuite. Et le diagnostic, on peut le décliner en deux étapes. Un, ben, ça va être répertorier les pratiques qui sont déjà existantes. Donc, moi, j'aime dire, vous allez mettre vos lunettes de conciliation et partir à la recherche, par exemple, dans vos politiques, manuels de l'employé, de conditions de travail, de mesures qui peuvent être facilitantes pour concilier famille et travail et aussi pour les personnes proches aidantes. Après ça, on ne s'arrête pas là. On va aussi voir quelles autres pratiques, peut-être un peu plus informelles, qu'on fait, des décisions qui ont été prises dans le passé pour vraiment avoir un bon topo, pas seulement ce qu'on a de déjà formel. Pour compléter ce portrait-là, on va vouloir aussi évaluer les besoins des employés. Donc, premièrement, avoir un portrait de la main-d'œuvre. Quelles sont les responsabilités familiales de nos employés? Quel est le portrait de la proche aidance aussi en organisation? Tout ça, il va y avoir des questions qui vont pouvoir nous aider parce que vous allez voir, il ne suffit pas de demander aux employés s'ils sont proches aidants. On a vu tantôt qu'il y en a plusieurs qui ne se reconnaissent pas. Donc, à ce moment-là, en faisant l'évaluation du portrait de la main-d'œuvre, excusez-moi, et aussi de leurs besoins par rapport à plusieurs enjeux de conciliation, ça va nous permettre d'avoir un portrait plus clair là, de où on en est. Ensuite, quand on va pouvoir regarder, c'est quoi nos pratiques existantes, les besoins qui sont ressortis de notre consultation, on va pouvoir voir à quel point on est en adéquation avec les besoins des employés, est-ce qu'il nous manque des choses à justement mettre en œuvre. Parce que l'étape qui va suivre, ça va être la réflexion. Est-ce qu'on a des mesures à ajouter? Est-ce qu'on a envie de faire un projet pilote pour tester certaines choses? Parce qu'on n'est pas certain encore de si ça va bien se vivre dans notre organisation. On a le droit de se donner la chance d'expérimenter. Et
Oui, allais-tu dire quelque chose pour compléter? Non, 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 allez-y. Et aussi, c'est à cette étape-là qu'on va décider de formaliser nos pratiques, nos mesures. Donc, on va mettre en place une charte, une politique, où on va l'inclure à nos politiques actuelles pour vraiment avoir un cadre de référence, hein, avoir des lignes directrices qui vont indiquer aux employés puis aux gestionnaires c'est quoi la marge de manœuvre qu'ils ont quand on pense à la conciliation famille-travail puis à la proche aidance. Ça va vraiment être dans l'objectif de réduire l'incertitude et de permettre de gérer les enjeux de manière collective plutôt que purement au cas par cas, comme on a mentionné tantôt. Il va y avoir de la sensibilisation aussi qui peut être faite à cette étape-là, de la formation à nos gestionnaires aussi. Et quand on pense à la démarche d'accompagnement qui mène vers le saut Concilivie, c'est à cette étape-là, en fait, qu'on obtient le saut de reconnaissance. Ensuite, ben, on va faire vivre nos mesures de conciliation famille-travail. Puis, dans les bonnes pratiques, ça va être aussi d'évaluer ce qu'on a pu mettre en place. On va pouvoir faire des mises à jour. Donc, ça, c'est vraiment les étapes globales là, qui vont nous permettre d'avoir quelque chose de plus formalisé en matière de conciliation proche aidance-travail. Super, mais tu vois, c'est quand même intéressant de voir comment l'engagement de la direction est toujours au centre. C'est important de le maintenir tout au long, puis c'est souvent le défi en gestion des ressources humaines, justement, de maintenir cet engagement de la direction. Mais nous allons vous présenter tantôt vraiment des données probantes sur l'état des lieux en matière de conciliation proche aidance-travail. Puis, vous le savez, hein, c'est vraiment payant, si on veut le nommer ainsi, pour les organisations d'agir en matière de conciliation famille-travail. On voit des impacts réels sur la fidélisation des gens, sur le climat de travail. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller chercher justement des données pour aller chercher cet engagement de la direction. Maintenant, bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, bien, les 4 étapes, évidemment, vous pouvez les faire par vous-même, mais c'est encore mieux si vous pouvez vous faire accompagner avec une expertise sur les sujets. Donc, vu que les sujets, voyons donc, les projets sont financés par le ministère de la Famille, Maude, voudrais-tu comme renchérir un peu sur la bonne nouvelle? Oui, ben c'est ça. C'est certain que les étapes qu'on a présentées, on peut les faire seules, mais nous, on a vraiment un accompagnement pas à pas pour passer de la sensibilisation vraiment à l'action. Puis, ben, la bonne nouvelle, c'est qu'en ce moment, cet accompagnement-là est offert gratuitement. Il reste quelques places parce que quand même, le projet prend fin en mars 2026. Donc, on est toujours en recrutement des dernières là, organisations et vous avez à l'écran, en fait, le code QR pour prendre rendez-vous. Je me permets juste une petite parenthèse technique. Je souhaitais tout au long du webinaire vous mettre des liens vers les outils qu'on parle. Par contre, quand je colle, ça ne colle pas le lien comme il faut. Donc, je vous épargne les détails, mais soyez rassurés, vous pouvez prendre rendez-vous en scannant le code QR et vous allez avoir tous les outils mentionnés par courriel après le webinaire. Tout à fait. Merci, Maud. Les points techniques. La technologie, quand elle marche. Puis bon, on va faire avec ça. Puis justement, on voulait vous partager quelques petits témoignages des organisations qui ont partagé, qui ont fait en fait la démarche en conciliation proche-aidance-travail, qui se sont fait accompagner par Maud. Il y a quelqu'un qui mentionnait ce thème n'était pas du tout pressant. Il rentrait dans la conciliation famille-travail, mais ce n'était pas précisé. Puis comme on l'a vu tantôt, bien, les gens ont la difficulté à se reconnaître comme personne proche aidante. Il y a aussi le défi de la négociation individuelle. Donc, quand on vient nuancer que la conciliation famille-travail, ça s'adresse aussi aux personnes proches aidantes, mais on vient implanter des actions qui sont gagnantes pour la personne, mais aussi pour l'organisation. Il y avait même une responsable de démarche qui mentionnait, j'en faisais moi-même de la proche aidance et je ne le savais même pas. Donc, on voit que c'est quand même la sensibilisation, même pour la personne qui chapeaute les dossiers. On a d'autres témoignages aussi d'organisations qui ont participé dans notre blog du projet. On va vous partager les liens aussi de témoignages vraiment inspirants d'organisations qui se sont engagées en matière de conciliation famille-travail, qui ont vécu quand même une belle expérience d'accompagnement, qui nous a sorti quand même des bonnes pratiques qu'on souhaite vous partager aujourd'hui, justement, pour vous en inspirer. Oui, mais en fait, je voulais faire le tour de quelques pratiques qui peuvent être gagnantes, bien que ça ne soit pas des obligations, c'est vraiment des petits plus qui sont très, très appréciés.
Donc, d'abord, il y a la création d'un comité de conciliation famille-travail. Ça peut nous permettre d'aller plus loin dans les réflexions. Ça peut être un comité aussi qu'on a déjà par rapport à la santé-sécurité au travail ou comité bien-être qui peut être mis en action spécifiquement là, pour la démarche. Et dans ces comités-là, qu'est-ce qui est intéressant, là, ce que j'ai vu, c'est des gens qui ont fait participer des employés qui avaient différentes réalités familiales, des réalités de proche aidance aussi qui varient, des gens qui avaient partagé là, à leur employeur qui était proche aidant, là, bien sûr, des gens de différentes équipes. Donc, ça peut vraiment être mobilisateur là, d'avoir ce comité-là. Ensuite, il y a la sensibilisation des équipes et des gestionnaires à la proche aidance. Ça peut être en faisant venir un conférencier ou une conférencière d'un organisme qui œuvre en proche aidance, ou ça peut être en faisant du transfert de connaissances parce que dans la démarche d'accompagnement, on va aussi beaucoup parler de la proche aidance. Il y a même une communauté de pratique. Donc, ça peut être par un transfert de connaissances aussi que la sensibilisation elle est faite. Ensuite, l'adoption d'un plan de communication. Oui, on adopte une charte ou une politique, mais ça peut être intéressant de voir comment on va faire vivre tout ça dans la prochaine année. Ça peut être, par exemple, en ayant une fois par mois une communication sur la spécifique à la prochaine danse. Ça peut être un moyen là, de faire en sorte de garder le tout vivant. Et un des derniers éléments qui est quand même assez important, c'est l'adoption de critères pour guider la prise de décision en matière de conciliation famille-travail. Parce que la charte, la politique, on peut voir ça comme si c'était notre loi, hein, ça va être nos lignes directrices, mais il va y avoir des demandes des fois qui vont sortir de ce cadre-là, puis de s'organiser, puis de penser aux critères qu'on va vouloir avoir pour prendre les décisions, mais ça va faciliter la vie des gestionnaires, puis ça va assurer une certaine cohérence, une certaine équité entre les différentes décisions prises dans l'organisation. Tout à fait, Maud. Puis pour rassurer justement avec l'analogie, si la charte de conciliation famille-travail ou votre politique de conciliation famille-travail était un peu la loi, bien, les critères que vous allez adopter pour prendre des décisions, c'est un peu comme la jurisprudence en organisation justement pour documenter. Et puis là, je me permets un petit topo éditorial. Nous avons développé justement à la demande d'organisation une formation justement sur la prise de décision éclairée en matière de conciliation famille-travail parce que oui, c'est une très bonne pratique de se donner d'une politique ou d'une charte de conciliation famille-travail pour formaliser, pour légitimer l'utilisation des mesures, mais on va recevoir des demandes particulières. Puis des fois, la direction, les gestionnaires se sentent un peu pris au dépourvu. Qu'est-ce que je fais si on me demande quelque chose qui sort du cadre? Qu'est-ce que je fais en cas d'imprévisibilité, comme c'est le cas justement des personnes proches aidantes? Donc, on a développé une formation justement pour vous guider dans cette prise de décision-là avec un outil qui vient accompagner justement avec des critères pour favoriser la justice et l'équité organisationnelle. Ce n'est pas dans le cadre du projet, mais il va nous faire plaisir de vous partager plus d'informations si cela vous intéresse. Donc, je ferme petite parenthèse éditoriale par rapport à la formation pour les gestionnaires. Il y a aussi d'autres. Voulais-tu ajouter quelque chose, Maude? Non, c'est complet pour les bonnes pratiques. Il y en a d'autres, c'est sûr, hein? On en Bien, nomme quelques-unes. excellent. Là, c'est ma souris qui me joue des tours. Alors, il y a d'autres initiatives. On vous a promis des initiatives déjà mises en place dans différentes organisations, puis on les a regroupées. On a voulu vous les présenter vraiment par catégorie. Puis là, je vais laisser les soins à Maud de vous en parler davantage. Oui, encore là, ce n'est pas une liste exhaustive. Puis peut-être qu'est-ce que je n'ai pas mentionné tantôt, puis je me permets de le dire maintenant, les mesures, oui, c'est une chose, mais en matière de proche aidance, ça va être aussi de communiquer pour venir légitimer les responsabilités, hein. Une même mesure peut être bonne pour plusieurs réalités. C'est surtout dans la communication, dans l'angle de comment c'est amené qui va faire la différence. Après ça, je comprends quand même qu'il y a des mesures qui peuvent être plus adaptées au contexte de proche aidance, ça c'est certain. Donc, je vous en présente quelques-unes. Donc, dans la catégorie aménagement du temps et du lieu de travail, c'est certain que l'horaire flexible ou qui est modulable, par exemple pour les heures d'entrée, de sortie, de dîner, ça va faciliter la vie des personnes proches aidantes parce qu'il y a un défi de gestion du temps puis d'imprévisibilité. Donc, la flexibilité va venir amoindrir les effets négatifs.
Ensuite, ben, avoir la possibilité de réduire notre temps de travail, ça va être beaucoup apprécié parce que ça permet quand même un certain maintien en emploi. Oui, il peut y avoir certaines pertes financières, mais le fait de pouvoir conserver des heures de travail, ça va être aussi protecteur pour la santé mentale. Juste que, ben, ça ne sera pas possible dans tous les cas, là, c'est certain, mais ça peut être une belle piste de solution. Aussi, une autre que j'aime beaucoup, et ça peut être bien même pour le retour en emploi des personnes proches aidantes, c'est les postes à responsabilité partagée. Hein, c'est vraiment l'idée d'avoir un poste puis de le scinder ben, habituellement en deux, faire en sorte que les deux personnes vont travailler, donc vont pouvoir se maintenir en emploi, mais avec une charge de travail qui est moindre et un nombre d'heures qui est réduit aussi. Ensuite, on a les congés pour responsabilité familiale. C'est certain qu'on pourrait ajouter des congés pour les responsabilités de proche aidance, mais j'aimais l'idée de vous amener une solution qui est quand même toute simple et à la portée de beaucoup d'organisations. Ça peut être de faire passer notre banque de congés de maladie en congé personnel ou en congé bien-être. Hein, ça peut faire en sorte que les gens vont pouvoir l'utiliser pour autre chose que parce qu'ils sont malades. Ça va éviter aussi les fausses déclarations et ça va permettre aussi aux personnes proches aidantes parfois de seulement se reposer ou répondre aux obligations de proche aidance, là, ça dépend. Et ce qu'on voit en parenthèse, là, fractionnable, bien, ça peut être aussi un beau moyen d'ajouter une certaine flexibilité. Parce que parfois, pour accompagner quelqu'un à ses rendez-vous, on va avoir besoin de seulement quelques heures. Et si on ne peut pas fractionner nos congés, on va perdre la journée au complet. Alors, ça permet de préserver là, les heures pour autre chose. Donc, ça aussi, c'est bien apprécié. Une autre mesure, ce sont les congés pour force majeure. Eux, je les aime particulièrement parce que ça permet en fait que les employés ne vont pas nécessairement prendre les congés, tous les employés ne vont pas nécessairement prendre les congés toute l'année, tout le temps. Donc, c'est vraiment pour des situations imprévisibles, hors de notre contrôle. En proche aidance, on peut penser aux hospitalisations, mais ça peut répondre aussi à d'autres besoins. S'il y a un incendie, si les feux de forêt, par exemple, il y avait des organisations qui avaient ces congés de force majeure-là. Ça va permettre de préserver notre banque de congés personnels pour autres motifs. Donc, ça peut vraiment être bien aussi. Encore dans les congés, c'est le rappel des congés qui sont prévus par les normes. Ça se peut qu'en tant qu'organisation, financièrement, on ne soit pas capable d'accorder plus que les 2 jours rémunérés prévus par les normes du travail. Il y en a 8 autres là, qui sont des congés non rémunérés, mais on se rend compte que souvent, les gens sont mal informés, surtout dans un contexte de proche aidance, sur les possibilités. Donc, de rappeler ces congés-là prévus. Là, je parle des congés à court terme, mais il y a aussi des congés à long terme que vous pouvez voir sur le site de la CNSST, là, si vous voulez mieux comprendre les modalités. De les rappeler, ça peut vraiment être une bonne pratique. Oui, justement, Maud, je me permets de faire un autre petit clin d'œil à l'un de nos outils, justement, un guide que nous avions développé justement sur les obligations en matière de conciliation famille-travail. C'est un outil gratuit aussi. On pourra vous partager les liens, évidemment, suite au webinaire. Oui, bien sûr. Ensuite, on a les mesures de soutien aux employés à leur famille. Moi, je pense que les employeurs peuvent vraiment jouer un rôle dans la connaissance qu'ont les employés des ressources. Ça peut être de mettre en place un répertoire de ressources en proche aidance pour faire connaître les grands organismes nationaux qui œuvrent en proche aidance, mais ça peut être aussi de voir certains organismes de notre région plus spécifiquement qui peuvent amener un certain soutien. Si on ne peut pas mettre en place un programme d'aide aux employés, ça peut vraiment être intéressant. Ensuite, les employés peuvent aussi, s'ils le veulent, compléter ce répertoire-là, puis ça peut prendre la forme d'un babillard de ressources à ce moment-là. Et l'autre point que j'ai mis, c'est sensibilisation aux services disponibles. Donc, ça peut être, par exemple, si on a un PAE, de le faire connaître un peu dans l'angle. Ça peut être aussi utile dans des situations de proche aidance. Si on a d'autres services aussi, on peut en profiter pour les faire connaître avec cet angle-là de la proche aidance. Juste nuancé, hein? Oui.
Et finalement, la catégorie adaptabilité de l'organisation. Je parlais tantôt de la gestion au cas par cas. Le but, c'est pas de l'éliminer complètement puis de faire en sorte qu'on ne parle plus du tout à nos employés puis qu'on ne s'adapte pas aux situations. Mais comme il peut avoir une certaine anxiété de parler de ces sujets-là, une belle mesure, ça peut être de mettre en place mesure porte ouverte. Donc, en fait, on invite nos employés à venir discuter si, par exemple, ils ont besoin d'aménagements qui sortent du contexte de la charte. À ce moment-là, avoir des critères de prise de décision, ça peut être aidant quand on met en place ce genre de mesures-là. Et la dernière, c'est vraiment la possibilité de mettre en place un plan de contingence. Donc, qu'est-ce qu'on fait si ça peut être intéressant d'avoir une structure? Par exemple, comment on va réorganiser le travail s'il y a une absence prolongée, s'il y a des absences de plus courte durée. Donc, voir comment on va faire, ça va être apprécié des équipes, mais aussi ça peut réduire encore une fois l'anxiété de la personne prochaine. Tout à fait. Donc, ça fait le tour des initiatives pour vous en inspirer. Maintenant, du côté plus concret, en fait, nous avons des outils de mise en œuvre, justement, des mesures dont Maud vous parlait. En fait, il y a 4 fiches. C'est des mesures coup de cœur en conciliation proche-aidance-travail. Puis Maud l'a nommé tantôt, hein, des fois, c'est des mesures que vous avez déjà en place, mais juste le fait de les communiquer autrement, de nuancer les propos, ça vient faire en sorte que la personne va se sentir, hey, ça me parle à moi aussi. Donc, c'est juste cette notion d'inviter les gens à s'en servir de ces mesures-là. C'est gagnant pour l'organisation, puis ça vient être très bénéfique pour les personnes proches aidantes. Donc, il y a les 4 catégories de mesures. Nous avons identifié comme les grands coups de cœur. Puis, il y a certains liens cliquables. Il y a des mesures dont nous avons créé des fiches plus particulières pour vous guider, en fait, pas à pas. Et à quoi y penser? Et quels seraient les coûts envisageables? Quels sont les avantages? Et quels sont les bénéfices? Donc, on vous invite vraiment à aller les consulter. C'est des fiches gratuites qui vont vous guider pas à pas, comme je vous mentionnais tantôt. Ensuite, Maud parlait tantôt de l'imprévisibilité. Ça, c'est un outil qu'on apprécie particulièrement parce que, je ne sais pas si vous le saviez, mais selon nos données, il y a 51% d'employeurs qui affirment que la imprévisibilité des absences, c'est l'un des défis majeurs quand on parle de prochaine au travail. Donc, c'est un outil que vous pourriez utiliser justement pour réduire le stress, pour prévenir l'épuisement, demeurer agile face à l'imprévisibilité, diminuer les impacts sur la capacité organisationnelle. Puis ça commence avec la question que Maud posait tantôt, qu'est-ce qu'on fait si? Donc, dans cet outil-là, on va vous guider étape par étape pour créer justement un plan de contingence pour que l'organisation ait le moins d'impact possible avec l'absence de cette personne-là. Et puis ça vient aussi alléger la charge mentale des gestionnaires avec un outil comme ça. Oui, puis si tu me permets d'ajouter, euh, l'outil permet aussi de faire un tour d'horizon de la situation de proche aidance. On n'est pas obligé de dévoiler notre situation à notre employeur, mais si on va demander de l'aide, ça va des fois un peu de soi. Mais dans l'outil, en fait, on va pouvoir voir quel type de proche aidance je suis amenée à faire, quel type d'imprévisibilité pourrait arriver au travail. Donc oui, ça peut être utile pour le gestionnaire, mais je dirais même que cette portion-là de l'outil peut être une belle réflexion pour l'employé aussi, de se dire comment ça peut venir, je ne veux pas dire perturber, c'est négatif, mais comment ça va venir un peu entrer Avoir en un conflit avec, impact. oui, comment ça va avoir un impact sur mon travail. Donc, ça peut nous aider après pour amorcer la discussion. Puis, sinon, ça peut être utilisé aussi dans une discussion avec le gestionnaire justement pour réduire l'imprévisibilité du côté de l'employeur, mais aussi pour nous, savoir un petit peu plus où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qui va pouvoir arriver si on a à s'absenter du travail. Ça permet d'être agile tant pour les gestionnaires que pour l'employé, comme tu le mentionnes très clairement, Maud. Tout à fait. Ensuite, un autre volet, je vous ai parlé tantôt qu'on collectait des données sur la situation de proche aidance. Donc, on en a collecté auprès d'employés proche aidants en emploi. Oui, employés en emploi, ça le dit. Personne n'en Et a plus. oui, personne proche aidante en emploi. Et aussi auprès des employeurs. Donc là, à l'écran, vous voyez 2 de nos infographies, mais sachez qu'on a aussi des rapports très, très complets si vous êtes un peu plus curieux de creuser le portrait.
Puis on fait, c'est ça, des infographies pour un petit peu plus vulgariser l'information puis qu'elle soit plus accessible à tout le monde. Et bien, ça permet vraiment de comprendre les défis. Puis quand on parlait tantôt l'engagement de la direction, bien, d'avoir des données pour convaincre de la pertinence, ça peut vraiment être intéressant puis un gros plus aussi. On a également, revue de littérature, on a un rapport qui fait état des connaissances des dernières années au niveau de la conciliation proche aidance-travail. Donc, pour les curieux, les gens qui veulent aller encore plus loin, on a mis en relation aussi nos données de sondage avec la recension des écrits. Donc, ça fait vraiment un bon tour d'horizon de la situation si on veut creuser le sujet. Donc, si les gens qui aiment les données, vous allez être servis avec la revue de littérature puis les infographies aussi, parce que les données nous parlent. Hein. Les données parlent, mais il y a les gens qui nous parlent aussi. Puis là, c'est un outil qui est honnêtement l'un de mes grands coups de cœur. C'est des fiches persona, en fait, qui ont été créées par Proche Aidance Québec et Cap Santé Mentale. C'est des fiches qui viennent décrire, en fait, le visage de la proche aidance, de mettre en lumière, en fait, la diversité des réalités. Donc, il y a des fiches très simples, c'est juste une page avec la description de la situation familiale de la personne, les réseaux de soutien, les statuts d'emploi et scolarité, qui est la personne qu'elle soutient, quelles sont les réalités au travail. Puis nous avons créé un outil, en fait, avec des pistes d'utilisation pour vos actions de sensibilisation. On parlait tantôt de l'importance, justement, de sensibiliser les gestionnaires et les employés pour préparer, en fait, le terrain pour la mise en place d'actions, pour que ce soit un terreau fertile pour les belles actions que vous allez mettre en place. Donc, cet outil-là va vous permettre d'avoir des pistes d'action concrètes pour vos actions. Vous allez les recevoir en primeur, vous qui êtes en direct au webinaire, parce qu'il n'est pas encore sur le site web, ça s'en vient bientôt, mais vous allez le recevoir en primeur avec les courriels que vous allez recevoir après les webinaires. Il y a aussi, par rapport au visage de la proche aidance, une série d'articles de blog avec le même titre. Donc, on va voir justement divers visages des personnes proches aidantes. Vous voyez Nadine, dont on vous parlait tantôt, qui est maman d'un enfant ayant une déficience intellectuelle. On a Joseph, qui est un jeune homme dans la vingtaine. Puis souvent, quand on pense à la proche aidance, on ne pense pas à un jeune homme dans la vingtaine d'années. Lui, Joseph, c'est un jeune qui s'occupe d'accompagner son père qui est atteint d'un cancer. Donc, on vient voir, on vient mettre des visages sur les différentes réalités des proches aidants. Puis c'est là, jumelé aux données qu'on vous a présentées tantôt, mais ça va avoir comme un portrait plus global, plus réel de la situation qui vient comme soutenir les actions de sensibilisation que vous allez mener dans vos organisations respectives. Alors, oui, si tu me permets pour compléter aussi dans ces articles-là, peut-être la différence avec nos fiches persona qu'on vous a présentées, et un peu pour vous inspirer aussi, quelle forme peut prendre le soutien en organisation. Donc, on s'est vraiment amusé là, à mettre, par exemple, Jing en situation où est-ce qu'elle est dans une entreprise, quelles mesures son employeur a mis en place pour l'aider, puis quels impacts positifs ça a eu sur elle et sur l'organisation. Donc, je dirais que c'est aussi des sources d'inspiration pour concrètement avoir une idée de comment ça peut se concrétiser au travail. tout à fait. Puis moi, je pense que ce que tu nommes, ça vient aussi dire à la personne qui lit l'article, bien finalement, moi, j'ai ces mesures-là en organisation. Il suffit juste de la communiquer autrement. Puis vous voyez à quel point ça va faire vraiment la différence dans la vie des gens. Euh, Alors, allez-tu renchérir avec quelque chose? non, j'ai dit tout à fait. Je suis d'accord. Parfait, super, vendu. Alors, jusqu'ici, on vous a présenté des outils, des ressources, des inspirations, en fait, notamment la démarche gratuite d'accompagnement de conciliation famille-travail en contexte de proche aidance, donc la grande démarche organisationnelle en 4 étapes que Maud vous avait décrit. Donc, on vous rappelle, c'est une démarche d'accompagnement que vous pouvez, dont vous pouvez bénéficier gratuitement grâce au financement du ministère de la Famille pendant la durée du projet. Donc, on a mis à l'écran à nouveau les codes QR pour prendre rendez-vous. On vous a partagé des outils gratuits, dont les fiches de mise en œuvre des mesures, les articles des blogs, les fiches persona et des pistes pour les utiliser, la trousse de soutien à la réorganisation du travail,
qu'est-ce qu'on a? Je vais comme vraiment de mémoire, désolée, puis je perds le début. La revue de littérature, donc on va se partager un outil justement avec les états des lieux. C'est la revue de littérature avec les données probantes, puis les blogs et les webinaires. Donc, ça fait le tour des quatre grandes ressources et inspirations dans le cadre du projet, mais cela ne s'arrête pas là. Parce que la semaine prochaine, Maude, Oui, la semaine prochaine, ça va être la semaine nationale des personnes proches aidantes, hein. C'est mis en lumière en fait par Proche Aidance Québec, qui est un de nos partenaires. Et cette année, en fait, on est vraiment arrimés. Eux autres aussi ont voulu ont voulu, dans le fond, montrer la diversité, la richesse des visages de la proche aidance. Donc, tout au long de la semaine, vous allez pouvoir découvrir sur leur page, dans le fond, des témoignages touchants, inspirants de personnes proches aidantes. Donc, ils ont vraiment une belle page web spéciale pour l'occasion. Elle est déjà accessible également, donc vous pouvez déjà commencer à les regarder. Ce qui est d'intéressant aussi, c'est qu'il y a des affiches imprimables si vous voulez faire de la sensibilisation et souligner la semaine. Il y a aussi, par exemple, des bandeaux pour les réseaux sociaux, bandeaux courriels. Donc, on vous encourage vraiment à partager cette belle semaine-là, puis à valoriser tout ce qui est fait par les personnes proches aidantes là, au Québec. la reconnaissance de leur rôle, tout Oui, d'abord. exactement, exactement. D'ailleurs, on a mis quelques initiatives en fait pour vous inspirer dans comment vous pouvez souligner cette semaine-là. Donc, ça peut être aussi simple que de diffuser un courriel, un mot de la direction pour vraiment valoriser le rôle des personnes proches aidantes. Je parlais tantôt qu'il y avait des bandeaux courriels téléchargeables. Ça peut être une bonne idée aussi de le mettre dans nos signatures courriels. Donc, c'est des petits gestes, mais ça peut vraiment faire la différence puis envoyer un message qu'on reconnaît la prochaine danse. Puis, pourquoi pas en profiter pour partager des ressources. Hein, vous voyez à l'écran, en fait, trois organismes forts à l'échelle nationale qui œuvrent en proche aidance. Donc, l'appui pour les proches aidants, Proche aidance Québec, qui ont des belles ressources, et Cap Santé mentale, qui, eux, sont plus spécifiques aux proches en santé mentale. Donc, on parlait tantôt que c'était une réalité taboue. Ça peut être de belles pistes là, que vous allez trouver sur leur site web et dans leurs ressources. Pardon, ma souris, désolée. C'est pas grave. Simplement revenir en arrière, j'avais aussi notre répertoire de ressources conciliées. On a un répertoire de ressources communautaires en conciliation famille-travail qui ne s'arrête pas à la proche aidance, mais vous pouvez trouver des ressources selon différentes réalités, différents besoins. Donc, vous pouvez aussi repérer des organismes qui œuvrent en proche aidance via notre répertoire qui est gratuit. Tout à fait. Ensuite, si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez créer un moment de sensibilisation ou d'échange autour de la prochaine danse, par exemple dans un dîner, ça peut être une pause café, ça peut être une petite rencontre là, thématique spécifiquement pour ça. Ça peut permettre de discuter un peu des défis qui sont vécus avec les personnes proches aidantes. Vous pouvez vous inspirer aussi de la fiche qu'on va mettre à votre disposition qui montre des façons d'utiliser les fiches Persona. Aussi, ça peut être l'occasion, justement, on dit que c'est surtout dans la communication. Si vous avez des belles mesures, pourquoi pas profiter de la semaine pour les partager en disant qu'elles peuvent être aussi utiles en situation de proche aidance, donc vraiment pour venir légitimer leur utilisation. Et pourquoi pas partager la trousse de soutien à la réorganisation du travail avec vos gestionnaires, avec vos équipes. Tout à fait, ça ouvre la porte à la discussion. Puis évidemment, vous allez recevoir la trousse de soutien à la réorganisation du travail. Ça pourrait être juste organiser un dîner causerie à ce sujet-là, que le gestionnaire pose des questions. Comment concrètement on pourrait les mettre en place dans notre organisation? Qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement? Comment on s'en sert de cet outil-là pour justement adapter nos pratiques? Donc, c'est une invitation avec des outils qu'on va vous partager. C'est juste pour souligner justement les rôles des personnes proches aidantes et l'importance de tout ce qu'elles font, en fait, pour leurs proches, mais aussi pour la société en général.
Voilà. Maintenant, avec ça, on va ouvrir pour la période de questions. Ça a fait le tour de contenu que nous avions à partager. Il y avait la question de Nancy tantôt qui mentionnait s'il y avait des critères pour recevoir l'accompagnement gratuit. Donc, Maud, je vais te laisser comme aller davantage. J'avais mis une réponse rapide, mais je pense que ça mériterait la peine de renchérir puis d'élaborer à ce sujet. Bien sûr, non, il n'y a pas de critères, à part qu'il faut être prêt à commencer quand même rapidement parce que, comme je vous disais, le projet prend fin bientôt. Ce n'est pas seulement pour les OBNL, c'est vraiment pour les organisations de tout secteur d'activité. Et en fait, il s'agit juste de faire une rencontre exploratoire pour qu'on puisse discuter ensemble un peu plus en profondeur. Puis après ça, on peut débuter rapidement la démarche d'accompagnement. Puis je leur spécifie aussi parce que peut-être on est passé vite tantôt, mais il y a une belle communauté de pratique pour les gens qui vont réaliser la démarche là, en ce moment dans notre deuxième cohorte d'accompagnement. Donc, ça va vraiment permettre de pouvoir vous inspirer puis aller aussi plus loin avec des organisations qui vivent dans d'autres réalités aussi que vous. C'est tellement riche comme ressource, la communauté de pratique, donc n'hésitez pas vraiment à partager l'information autour de vous. Et puis, c'est juste le fait, justement, la force de l'intelligence collective, puis de se sentir qu'il y a d'autres organisations qui vivent, en fait, qui mettent en place des initiatives comme celles que vous souhaitez mettre en place en conciliation et proche aidance travail. C'est enrichissant. Donc, c'est juste se nourrir de l'expérience des autres, partager aussi son vécu. Donc, c'est vraiment un bel atout pour l'accompagnement. Donc, voilà, n'hésitez pas à le partager. Je vais faire le tour dans les chats. Je ne pense pas qu'il y avait d'autres questions. Non, je n'en vois pas d'autres non plus. Je peux peut-être vous laisser quelques minutes encore si jamais vous en avez. Mais vu qu'il n'y en a pas pour le moment, communauté de pratique, on l'a mis en place dans notre première cohorte et je peux vous dire que ça a vraiment fait la différence sur la profondeur des échanges. Je pense que toutes les personnes qui ont participé sont d'accord pour dire qu'ils ont été vraiment enrichis de cette expérience-là. Puis c'est intéressant le contact humain aussi que ça amène tout ça. Tout à fait. Est-ce que c'est envisageable d'appliquer ce projet à l'étranger? C'est vraiment pour les organisations qui ont des activités au Québec. Ça peut arriver qu'on accompagne des organisations qui ont des activités au Québec et aussi à l'étranger. À ce moment-là, c'est à la discrétion de l'organisation de savoir si ça s'applique à tous ces gens-là. Mais on est vraiment plus dans une initiative québécoise, là. Le Saut Concilivie aussi est reconnu au Québec. Une autre question, la communauté de pratique est-elle pour les gestionnaires? En fait, la façon qu'on fonctionne, c'est qu'il y a une personne dans l'organisation qui porte la démarche d'accompagnement. C'est avec elle que je réalise aussi les rencontres pour qu'on puisse parcourir pas à pas les étapes de la démarche. Et c'est cette personne-là qui vient à la communauté de pratique. Par contre, c'est arrivé que j'accompagne des gens qui pilotaient le dossier à deux. À ce moment-là, je n'aurais pas d'objection à ce que les deux viennent ou sinon qu'une personne vienne seulement pour que l'autre puisse être libérée. Donc, c'est vraiment ce type de communauté de pratique-là là, pour s'inspirer dans le pilotage de la démarche et dans les initiatives à mettre en place. Et juste pour compléter, peut-être, Maude, pour les gestionnaires, puis ce n'est pas dans le cadre du projet, mais que c'est quelque chose que vous pourriez comme avoir à part, comme un bonus, si vous voulez. Et les formations qu'on offre pour les gestionnaires sont conçues comme sous forme d'atelier où on va livrer du contenu, entre autres, justement, sur la gestion des demandes particulières, sur la diversité des réalités, puis il y a une grande portion qui est dédiée aux échanges. Donc, on fait vraiment les gestionnaires discuter des réalités similaires, qu'est-ce qu'ils font, comment ils ont pris la décision, etc. Mais c'est un atelier de 12 heures, ce n'est pas une communauté de pratique qui va s'étirer dans le temps, par contre. C'est comme la différence, mais je tenais vraiment à le préciser. Oui, on a vraiment plusieurs initiatives. Comment diriez-vous que vos outils s'appliquent dans des organisations publiques? Bonne question. C'est certain que les outils ne sont pas comme nécessairement imposés. On peut en prendre et en laisser selon nos réalités organisationnelles. Puis je pense, quand on fait l'accompagnement, c'est peut-être ça aussi qui est aidant parce qu'on peut voir comment vraiment ça peut s'appliquer à nous.
Il faut savoir aussi que la démarche, on n'est pas nécessairement dans les meilleures pratiques, mais plutôt les meilleures pratiques pour votre organisation, donc selon vos réalités. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire de plus, Yarlédis, sur cette question-là. Non, c'est justement, comme tu mentionnais, c'est des choses à prendre à laisser. C'est sûr que les généralités pourraient s'appliquer à n'importe quel type d'organisation, mais encore là, la richesse de l'accompagnement, c'est justement aller creuser dans la réalité de l'organisation avec ses propres enjeux particuliers. Je ne sais pas s'il y avait comme un élément plus précis par rapport à un certain outil, mais de manière générale, ça pourrait s'appliquer à plusieurs types d'organisations. Oui. Peut-être la nuance aussi, que c'est dépendamment de la taille ou, par exemple, si on a un syndicat en place ou plusieurs syndicats, parfois, la démarche va peut-être prendre un peu plus de temps à mettre en place. Il va y avoir des validations et tout, mais ce n'est pas impossible de le faire. On n'est pas obligé d'être on peut avoir une convention collective, par exemple, puis quand même réaliser la démarche quand même, là. Ça va permettre de vulgariser, en fait, nos conditions de travail, de les présenter encore là sur un autre angle, hein, vous l'aurez compris. C'est un message qu'on a répété souvent aujourd'hui, mais c'est vraiment la clé. Ben, il nous reste encore quelques petites minutes. Puis si jamais vous avez une question puis que vous n'êtes pas à l'aise de la partager avec tout le monde, vous pouvez cliquer sur l'option Hôte et panéliste. Ça va être juste Maude et moi qui allons la lire et nous pourrions répondre évidemment pour le bénéfice de tous. Okay. Si jamais les questions vous viennent plus tard, vous pouvez toujours m'écrire ou ben, écrire à Yarlédis, mais le projet en prochaine danse, c'est moi qui est en charge. Vous pouvez trouver facilement mes coordonnées, sinon elles vont pouvoir être partagées également. Puis évidemment, restez à l'affût pour les courriels que vous allez recevoir avec les outils. Vous allez recevoir aussi l'enregistrement. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, comme Maud l'a mentionné. Merci d'avoir été là. C'est vraiment nourrissant pour nous de vous avoir intéressés. Puis ensemble, je pense qu'on va créer une différence en matière de conciliation proche-aidance travail au Québec. Oui, c'est une responsabilité partagée. Tout à fait. Alors, un grand Merci d'avoir. merci. Oui, Bonne excuse-moi. idée. Super.